Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Débris Foot. Comme toujours, je suis accompagné de Joris. Salut Joris. Salut team, salut à tous. Salut. Aujourd'hui avec nous aussi il y aura Corentin, Alan et Axel. Salut à tous les gars. Axel le psy nouveau, voilà, qui est sa première émission. Merci. Bien sûr, avant toute chose, on va évidemment revenir sur France-Tunisie. Je pense que vous l'avez, en tout cas nous on l'a bien suivi. Je pense que vous aussi. On reviendra ensuite sur les adversaires potentiels du coup de l'équipe de France et ensuite on reviendra un peu sur les autres équipes, le Brésil, etc. Donc petit résumé déjà du match France-Tunisie. Donc compo déjà avec seulement 2 joueurs qui ont déjà débuté un match depuis le début de la Coupe du Monde, avec Mandanda au cage, en défense à gauche Camavinga, on y reviendra hein, mais match difficile pour lui. C'est pas juste pour lui parce que là il passe pas pour quelqu'un de très très bon alors qu'au Real Madrid il a prouvé qu'il était exceptionnel. C'est sûr que c'est pas son poste. C'est pas son poste. Il était un peu perdu sur le terrain. Alors qu'il avait fait le match du coup contre Al Ali je crois, le club qatari. On avait dit qu'il avait été bon mais on voit bien que comme on disait, sur la Tunisie c'est pas le même niveau. Quand on rentre dans une compétition professionnelle, c'est sûr que ça devient un peu plus compliqué. C'est une erreur des champs pour moi quand même. Ouais. Il a voulu essayer quelque chose, ça n'a pas forcément marché. Ouais. Après, peut-être qu'il n'est pas encore assez adapté aussi à ce rôle. Il a dû peut-être retenter Rabiot. De défenseur gauche, il voulait peut-être reposer Théo Hernandez et on n'a plus de remplaçant malheureusement. Ensuite, en latéral droit, Axel Disasi. Voilà, il a joué quand même le match contre Marseille, il me semble, avec Monaco. Il avait fait un très bon match. C'est plutôt un défenseur central. Totalement, mais franchement, c'est pas ce qui me choque le plus dans cette composition. Je vois Guendouzi, attaquant droit. Ouais, on y reviendra aussi. Mais en défense centrale, du coup, plus classique. Ibrahima Konaté avec Raphaël Varane. Voilà, solide. Solide, ça bouge pas. En milieu récupérateur, il y avait Aurélien Tchouaméni qui était du coup l'un des 2 joueurs qui a. Enfin, je crois que c'est le seul joueur qui a joué les 3 matchs, donc à noter. Et ensuite, Wesley Fofana qui jouait également en milieu défensif. Youssouf Fofana. Pardon. Wesley, il est pas sélectionné. On me coupe, le but de la France a été refusé pour le match contre la Tunisie. Donc la France qui perd le match du coup. C'était un très beau but. Mais du coup on avait eu un doute juste avant l'émission sur ce qu'il est hors jeu et ce qu'il est pas hors jeu. Déception. Du coup voilà, il est refusé. Ça change un peu, ça change beaucoup de choses. Beaucoup, oui et non, parce que la France est toujours première, mais la Tunisie n'est pas qualifiée du coup. C'est sûr que de perdre un match, c'est jamais bon pour le moral. Donc après, comme il est en train de le dire, l'équipe c'est même pas l'équipe B pour moi. C'est sûr, voilà, c'est une équipe pour revenir sur la compo, il y avait aussi Verretou. Voilà, bon. C'est peut-être le 24e joueur, si on peut dire ça comme ça. Heureusement que Mathieu n'est pas là, hein, parce que sinon, ensuite, en ailier droit, un autre Marseillais, Matteo Guendouzi, en ailier droit. Alors que son poste c'est milieu central, au moins. Ouais, c'était un choix un peu difficilement compréhensible. En vrai, audacieux. Il y a de nombreux choix de toute façon qui sont un peu... Il a déjà joué comme ça à Marseille aussi. Il a joué comme ça, mais c'est pas son poste. Numéro 9, non? Aujourd'hui ? Non, avant. À Marseille, c'est un peu ça. Ouais. Mais il a fait ça parce que en gros, il fait tout le temps ça, comme en 2018 et 2014, c'est qu'il veut faire jouer tout le monde si au cas où on la gagne, que tout le monde ait 7 minutes de temps de jeu. Voilà, du coup, ça donne 5 milieux de terrain sur le titulaire, mais bon. Encore faut-il aller au bout. Ouais. On en parlera après, je pense. Heureusement qu'on est qualifié. Du coup, à gauche, Coman, voilà un choix logique. Voilà, comme ça, il a eu du temps de jeu, c'est quand même un très bon joueur. Exactement. Et en pointe, seul, Kolo Muani. Seul, je pense que c'est le mot. Il était le seul à jouer. Il a tenté. Il était seul à se la donner aussi sur le terrain. Franchement, il allait presser. Il n'a pas eu beaucoup de soutien derrière. C'est sûr. Ça joue très bien. Donc c'est sûr que c'est quand même une compo bis, mais on l'a vu sur le terrain. Franchement, c'était très très vide. Franchement, ça fait peur. Un peu. Il n'y avait pas beaucoup de choses à voir. Mais franchement, moi, je veux vraiment insister et défendre Camavinga, parce que le Camavinga qu'on connaît tous, même de la Ligue 1 à l'époque, c'était pas ça. Quand tu vois les matchs l'année dernière qu'il fait avec le Real Madrid, les passes qu'il fait à Benzema, avec Manchester City, je veux pas que sur Twitter ça s'attarde à dire Camavinga, voilà. Et dans un rôle compliqué en plus défenseur gauche. Exactement. C'est assez compliqué. Et puis il a un profil plutôt maigre et petit, quoi. C'est pas. Non, mais on l'a eu plusieurs fois. Il s'est fait passer par l'ailier tunisien. Ça a failli coûter un but avec Kazri qui l'a débordé. On l'a vu complètement perdu à un moment sur une action, donc c'est un peu cruel pour Camavinga. J'espère qu'il sera rassuré par Deschamps et puis voilà quoi, qu'il aura son temps de jeu. On va revenir très rapidement
rapidement, Joris, sur le match, du coup, bon. Ouais, du coup, un petit résumé pour le match, même si je pense que vous l'avez pratiquement tous vu. Donc, une première mi-temps assez peureuse de la part de l'équipe de France, qui n'a pas osé aller vers l'avant, qui s'est clairement fait dominer par la Tunisie. 0-0 quand même à la mi-temps. Et aucun tir cadré pour les Bleus. Ça soulignait. Et la dynamique qui a suivi clairement sur la deuxième mi-temps jusqu'au but en fait de la Tunisie, du coup but de Kazri sur une défense qui clairement était aussi Kazri qui a fait tout le travail tout seul. C'est peut-être pas la meilleure photo qu'on a, mais et puis après du coup 98e, la France avec les nombreux changements, Deschamps qui fait rentrer du coup un peu les joueurs de la première équipe. Voilà. Ça fait du bien. Ouais, ça a changé un peu. Ça a tout de suite vu là, ça a changé la physionomie du match. Des stats, clairement. Au niveau des stats, on est passé de 2 tirs avant les entrées en jeu, donc 0 cadré, à 10 tirs et 3 cadrés. Ah oui, d'un coup. En 15 juste minutes, avec les entrées en 15 jeu. minutes. Et du coup, frappe du pied droit de Griezmann qui du coup a été refusé pour hors-jeu. Dommage pour lui parce que 98e minute après. Ça va être cruel pour les Tunisiens, mais ça change rien. Oui, ça change rien en soi. Ça change pas grand-chose à leur sort. C'est vrai, ça change pas grand-chose, mais juste pour le mental, pour le moral des joueurs, c'est que pour la dynamique, quoi. Et pour la dynamique. Enchaîner les victoires. Ouais, c'est sûr qu'une défaite, ça fait toujours mal. Surtout quand tu veux prétendre au titre de champion du monde, si tu perds dans les phases de groupe, c'est jamais bon. C'est ça. Et l'excuse de l'équipe, c'est pas une excuse, quoi, justement. Ah, ils auraient dû mieux jouer, c'est sûr. Clairement. Ouais. Parce que ça fait peur là, du coup ça veut dire que t'as un banc qui n'est pas capable d'assurer un match. Donc, après je sais pas si là on peut parler de remplacement parce qu'en soi il a presque changé toute l'équipe. Donc au final t'as pas les mêmes automatismes. Quand tu prends 26 joueurs, tu dois faire confiance aux 26. Regarde l'Espagne, il a changé ça, Sarabia, pas Sarabia, Dani Olmo, ils font tous le taf, quoi. Après je vais pas accabler l'équipe de France, on va gagner cette Coupe du Monde évidemment. Mais malgré cette défaite, du coup on reste quand même, comme l'a dit Corentin, premier du groupe. Voilà, avec l'Australie qui a gagné aussi contre le Danemark 1-0, qui se qualifie en deuxième de poule. Grosse surprise. Danemark pas qualifié, et l'Australie égalité. Attendez le Danemark. L'Australie égalité de points avec les Bleus, ça se joue à la différence de but, heureusement. Je pense que si c'était un match décisif, on aurait assuré la victoire. Oui, déjà il n'y aurait pas eu la même composition, ça c'est sûr. Mais faut pas non plus dire que la France a le niveau de la Tunisie. On est quand même. C'est sûr que là on perd le match, évidemment. Mais c'est quand même la compo bis. C'est ça. Donc premier de groupe, qui on pourrait avoir en adversaire en 8e, Joris? Alors, on pourrait avoir du coup soit l'Argentine, soit la Pologne, normalement, ou même le Mexique. Et l'Arabie. Et l'Arabie Saoudite, en fait. On pourrait avoir tout le monde de la poule D. C. C'est du groupe C. Non, mais poule D, c'est poule C. Donc voilà, à voir qu'est-ce que vous en pensez. Vous verrez qui serait pour vous le potentiel comme l'a dit Giroud, si on peut éviter l'Argentine, c'est plutôt mieux. Ce serait bien. Et puis la Pologne ne fait pas forcément peur. Lewandowski qui est tout seul. Ouais, voilà, ce que j'allais dire, il est pas accompagné et puis il est pas forcément en confiance. Il a mis son premier but en Coupe du Monde, c'est cool, mais il rate son penalty. Il a quand même fait un gros match. Ouais, mais enfin, est-ce que la Pologne ça prend l'équipe de France? Par rapport à l'Argentine qui est une équipe piège, je vais le laisser Axel en parler, mais la Pologne, moi, c'est vieillissant. C'est au milieu quand je vois Krychowiak encore titulaire, encore en 2022. Et Milik, c'est le même profil que Lewandowski quand ça joue en 4-4-2. Enfin, franchement, ça gagnera pas l'équipe de France selon moi, quoi. Non, mais tu les vois quand même passer. Je vois la Pologne contre l'équipe de France en 8e de finale, ouais. Et Axel, toi, je crois que tu vois plutôt l'Argentine. Moi, je vois l'Argentine. Alors, on a vu pour l'instant des Argentins assez faibles, notamment contre l'Arabie Saoudite, avec ce but magnifique d'ailleurs, deuxième but. Contre le Mexique, c'était un peu poussif aussi. Di Maria a fait un match assez poussif, pas beaucoup d'occasions. Heureusement que Messi met cette frappe pour gagner. Parce que pour moi, le Mexique n'a pas démérité. Bon, c'était une petite domination quand même pour les Argentins, mais voilà. Mais ils ont la balle, mais ils amènent aucun danger. Voilà. Franchement, à part Messi qui tire de loin en plus avec faiblesse. Il met quand même une belle frappe. Mais c'est un éclair de génie. Un petit comparatif entre l'équipe de la Pologne et l'équipe d'Argentine. Voilà, un joueur qui porte vraiment son équipe pendant ce mondial. Les deux, polonais, Lewandowski et plutôt argentin Messi. Ouais, mais Lewandowski il porte moins que Messi parce que Messi, réellement, tous les ballons passent par lui, toutes les actions de jeu, c'est la jonction entre le milieu de terrain. Après, c'est pas le même niveau. C'est pas le même profil. On est d'accord, bien sûr. Mais je veux dire, Lewandowski, il attend devant et
Enfin, oui, c'est un buteur, quoi. C'est un finisseur. Il est là et du coup, il a besoin de ballon. Il a besoin des autres. C'est pas comme Benzema à créer sa propre action. Pour revenir du coup sur le groupe C, le classement, il y a Pologne qui est pour l'instant première avec 4 points, devant l'Argentine et l'Arabie Saoudite qui ont tous les deux 3 points, et en dernière position le Mexique. Mais à noter que dernier match, le premier affronte le deuxième et le troisième affronte le quatrième. Donc pour le scénario d'Axel, il faudrait que l'Argentine fasse match nul contre la Pologne pour être deuxième de poule. Donc ça reste quand même un pronostic assez osé. Et il faudrait que l'Arabie Saoudite perde. Non, fasse match nul. Fasse match nul aussi. Contre le Mexique. Oui. Ouais, fasse match nul ou perdre. Oui, pardon. Non, bah non, parce que oui. Ouais, parce que oui, c'est ça. Faudrait qu'il y ait 2 matchs nuls en fait. Donc c'est assez osé, mais moi j'y crois. Et voilà. Mais après, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la Pologne, ça serait quand même plus facile à gagner que l'Argentine? Alors la Pologne, oui, forcément, parce que si l'Argentine se réveille, ça risque de poser des problèmes. Mais voilà, la Pologne, ça reste. Au moins, on est sur la même longueur surtout qu'il y a la vengeance de 2018. Ils attendent beaucoup, les Argentins. Pas sûr que Pavard sera de la partie, par contre. Après, il faut faire aussi attention au Mexique, parce que même s'ils sont derniers avec un point, eux, ils jouent l'Arabie Saoudite. Et le Mexique. Je te rejoins, pour moi, c'est plus logique. C'est plus logique de voir le Mexique deuxième que la Pologne. Si l'Argentine gagne et le Mexique gagne, normalement ça va jouer au goal average, mais ça pourrait être le Mexique qui ça gagne. va tellement bouger que le Mexique va finir deuxième. Tant qu'on évite l'Argentine de Messi et leur ambition, tout ira, je pense. Pour l'instant, moi, si on affronte l'Argentine à leur niveau actuel, moi ça me dérange pas. S'ils se réveillent et qu'ils veulent effectivement se venger de 2018, ça sera peut-être un petit peu plus problématique. Après, Messi peut toujours faire un match. Enfin, on sait jamais ce qui peut arriver avec Messi, mais il peut jouer tout seul et mettre un triplé. Donc exactement, c'est Messi. Comme Mbappé. Il peut jouer tout seul et mettre un triplé. Comme Mbappé, à une échelle différente, mais. Ouais, il commence à jouer tout seul. Oui, mais il nous a sauvés aussi contre l'Australie, contre le Danemark. Bien sûr, mais bon, il y a quand même Antoine Griezmann qui fait presque tout. C'est sûr, je suis d'accord. Ouais. Je veux dire, ça ressemble un peu dans le sens où il faut toujours un éclair de génie pour les deux équipes. Dans ce sens-là, je pensais que c'était péjoratif. Ok. Ah non, c'est pas péjoratif du tout. Non, au contraire, là, je défends Mbappé, donc là, ça va. Mais non, pour moi, Mbappé, justement, je compare un peu là. Ouais, Mbappé, on l'a vu rentrer, ça change tout en fait. C'est ça qui change. C'est sûr que c'est vivacité, technicité, ambition, envie, motivation. Enfin, il a tout. Non, mais on voit le supporter là. Non, franchement, non. Honnêtement, je suis d'accord avec lui. Non, mais oui. Je suis d'accord. Je pourrais dire pareil. Danemark, c'est un doublé. On est un peu pris par le temps. Je suis désolé, c'est qu'au début, mais voilà, on a beaucoup de trucs à traiter aujourd'hui. En parlant de la France, du coup, avec la fin des matchs de poule, avec leur forme qui était, est-ce que vous pensez qu'elle est capable de gagner la Coupe du Monde? Je sais que Corentin, par exemple, au début des émissions, il était très pessimiste. Non, justement, allez-y, parce que je pense que tout le monde sait déjà mon avis. Donc, la Coupe du Monde 2018. Avec Rami, super. On peut pas comparer 2018 à. Ouais, non, mais on peut pas comparer 2018 à 2022. Donc, pourquoi qui change concrètement pour toi? 2018, il y avait les résultats qui primaient par rapport au beau jeu. Là, je pense que depuis 2018, on prime le beau jeu par rapport aux résultats. Si je ne me trompe pas, le troisième match aussi, on fait match nul. On fait match nul contre le Danemark. C'était une petite purge, le match nul, mais bon. C'était pas une défaite, c'était pas le même match non plus, et on s'était pas fait autant dominer. Ok, là où je suis d'accord avec toi, c'est que cette année, on a peut-être moins un collectif, moins un groupe uni. Ce Rami, ce Pogba, ce Kimpembe, cette musique. Là, c'est plus chacun. Il y a de nombreuses blessures. C'est ça. Ça fait un coup au mental. Milieu de terrain, il y a une compétition en fait. Chaque joueur veut sa place et du coup c'est bien pour l'ambition, mais il n'y a pas cette symbiose, on va dire. Sûr que Corentin, pour revenir sur la différence entre 2018 et 2022, surtout le milieu de terrain, il n'y a plus Kanté, plus Pogba. T'as plus de joueurs d'expérience au milieu de terrain. Bon, t'as Rabiot qui pour moi est quand même à un très gros niveau. Il y a Mbappé qui a encore monté son niveau de jeu aussi. Mbappé qui a pris en expérience, qui maintenant a vraiment l'expérience en Coupe du Monde, même s'il avait fait une belle compétition en 2018. C'est ça, mais après le problème c'est qu'il faut pas que ça se repose trop sur lui. Ouais, c'est ça. Après il y a Ousmane Dembélé aussi de l'autre côté qui joue très bien et qui arrive à percer de nombreuses défenses, donc bon, je pense que ça peut être au vu du premier match, enfin des deux premiers matchs, Mbappé, pour moi, il joue pas tout seul. Il y a quand même Antoine Griezmann qui est là vraiment. Le métronome. Giroud qui est là pour finir les actions. À la différence de 2018, moi, j'ai jamais critiqué le fait qu'il n'ait pas marqué, mais là, au moins, il marque. C'est encore mieux pour lui, mieux pour sa confiance, et mieux pour l'équipe de France. Ouais. Je l'aurais d'ailleurs fait rentrer dans ce match, moi, quand même, contre la Tunisie. Peut-être qu'il est préservé. Il est quand même assez. Je vais pas dire âgé, parce que voilà, pour un joueur de foot, il est quand même plutôt sur la fin de carrière. Il est sur la fin de carrière. Et Axel, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que la France peut remporter la 3e étoile? Moi, je pense aussi que la France peut remporter la 3e étoile parce qu'ils ont un effectif tellement garni, un des meilleurs effectifs de ce mondial d'ailleurs. D'accord.
avec le Brésil, l'Argentine, le Portugal. Non, franchement, moi j'aime bien cette équipe. Voilà, les 2 premiers matchs, ils ont été pour moi très bien, très complets. Peut-être des débuts de match un peu poussifs, mais je les vois remporter et peut-être avec un peu plus de maturité dans les matchs, dans les débuts de match notamment, Corentin, chercher ce mondial. Corentin, pour toi, qui a un meilleur effectif que l'équipe de France aujourd'hui? Déjà, quand je parle effectif, je parle aussi remplaçant compris. Hein. Ouais. C'est ça. Ok. On n'a clairement pas le meilleur effectif. J'ai dit un des meilleurs effectifs. Un des meilleurs, regarde l'Angleterre. Oui, l'Angleterre hier, ils ont fait jouer quasiment une équipe B, alors que tu avais l'impression qu'ils faisaient jouer une équipe type tellement c'était costaud, tellement c'était fort. Je dirais pas là. Il fait jouer. Rashford n'était pas titulaire. Et Foden à la place de Mount. Enfin, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est tellement fort. Il y a une profondeur de banc que nous on n'a pas, et c'est peut-être ça qui à cause des blessures. À cause des blessures, évidemment. À moi, c'est ce que j'allais dire. À la sortie de la liste, pour moi, on avait le meilleur groupe avec le Brésil. Le Brésil, c'est pareil. Tous les postes sont doublés, c'est exceptionnel. Peut-être Dani Alves, Danilo, c'est un peu fébrile, mais il manque Neymar ça, quand même, du coup qui est à la cheville et peut-être un retour en quart ou en 8e. Ouais, à suivre. Pourquoi pas, ouais. On verra bien. Ouais, peut-être. Justement, on parle du Brésil. Merci Axel. On va revenir sur le match Brésil-Suisse. Du coup, c'était hier ou avant-hier, je sais pas. Ouais, c'était avant-hier. Voilà. Est-ce que tu peux faire un petit résumé juste alors, déjà le score déjà. C'était un 1-0 avec un but de Casemiro à la 83e. Une première mi-temps où on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Voilà, 2 équipes qui se regardent, pas grand-chose, une possession à peu près égale. Pas de tir cadré pour la Suisse durant tout le match. C'est qu'en deuxième période, avec le but de Vinicius refusé par la VAR. D'ailleurs, on l'a vécu en direct. Pour ceux qui étaient là. On pensait tous que Vinicius avait marqué. Richarlison qui est hors jeu. Mais voilà, ça a un peu débloqué la situation. Et au final, le Brésil arrive avec un beau mouvement de balle. Vinicius à la passe pour Rodrigo pour Casemiro et une belle frappe. Très belle frappe. Imparable. Est-ce que pour vous, on peut dire... Excuse-moi. Est-ce que pour vous, on peut dire que Neymar a réellement manqué ou pas dans cette... Alors, je pense qu'il a manqué dans le sens de la créativité. Voilà, il y avait peut-être un peu moins de jeu, peut-être un peu moins d'occasion. Il y avait Fred à la place, donc c'est vraiment plus solide, c'est plus défensif. Mais c'est moins offensif, voilà, et c'est ce qui a manqué d'ailleurs dans ce match. Après, l'équipe de Suisse, quand même, c'est pas n'importe qui, quand même. Ils manquaient Shaqiri aussi. C'est ce que je disais au tout début. Pour moi, les Suisses, on les a tellement sous-estimés quand on disait oui, la Serbie va être une surprise, va largement dominer les Suisses. Bon, il y a ce match qui va arriver, Serbie-Suisse. On va vraiment pouvoir trancher qui est plus fort. Pour toi, Corentin, tu penses quand même que la Suisse est largement au-dessus de la Serbie? Largement, ils l'ont. Enfin, largement, oui et non, parce que la Serbie ont quand même une sacrée équipe. Mais pour moi, la Suisse est quand même au-dessus parce qu'ils savent jouer comment on joue dans une compétition. Ils l'ont déjà montré plusieurs fois. Ils ont beaucoup d'expérience. J'ai une question, les gars. Pourquoi Vlahovic n'est pas titulaire? Il est blessé aux adducteurs dans le dernier match. C'est pour ça parce que moi, j'arrive pas. Ouais, moi non plus, je ne comprends pas non plus. C'est vrai que. Merci, parce que il joue très bien. C'est un sacré joueur. Je le vois sur le banc, je fais. Bon, ok, merci. Ouais, non, mais pour moi, la Suisse, pour revenir sur la Suisse, faut vraiment les voir comme une grosse équipe. Et pour moi, c'est logique, ils vont se qualifier. Et attention, ils ont juste besoin d'un match nul. De toute façon, oui, ils ont juste besoin d'un match nul et clairement ça va le faire contre la Serbie. Ils ont tellement une bonne défense et ça joue tellement bien en contre en fait. C'est ça qui m'impressionne chez les Suisses et ils ont tenu tête au Brésil quand même. La Serbie après va vouloir chercher sa qualif aussi. Les Suisses aussi. Mais rien n'est joué. Les 2 équipes, ça va se la donner, je pense. Et on peut voir un très beau match. Ça va être un beau match. Le Brésil qui va au mental et à l'expérience. Clairement. Le Brésil, moi, me fait vraiment peur par rapport à l'équipe de France par la suite. Après, pour revenir sur la Serbie, ils avaient quand même aussi tenu tête au Brésil dans la première mi-temps. Ils avaient très bien défendu. Non, mais après, c'était pas pareil parce que oui, ils avaient très bien défendu. Ça, tu l'as dit. Ils se sont reposés sur leur gardien qui a fait quand même 7 ou 8 arrêts dans le match. Mais par contre, offensivement, ils étaient à la ramasse. Il n'y a eu aucune action, rien, zéro tir cadré. C'est quand même Thiago Silva, Marquinhos, Alisson au cage. Donc c'est une très bonne défense. Après, on a peut-être su. Oui, mais ils ont rien montré. 90% des ballons. Ils ont rien montré, la Serbie, c'est ça que je veux dire. Après, je pense qu'ils se sont contentés de mettre le bus derrière. On a aussi beaucoup surestimé, je pense aussi la Serbie. Non, la Serbie. Parce que quand on en parlait, on disait que la Serbie, ça allait être l'outsider. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Très bon effectif quand même, mais effectif sur le papier, sur le premier match, au final, c'est poussif. Au final, il n'y a pas. Enfin, oui, non, je suis. Oui, c'est que un peu du buzz, quoi. On connaît Vlahovic, on dit voilà, c'est une star. C'est un peu comme ça, mais en vrai, ça joue pas si bien que ça. Ils en ont beaucoup des bons joueurs, mais. Voilà, Milinkovic-Savic, c'est pareil. Le papier, ça fait pas tout, quoi. Ça manque peut-être de collectif sur le. Et de Vlahovic, du coup, sur le dernier match. Pour moi, il manque vraiment cette équipe en attaque en tout cas. C'est sûr. On va passer tout de suite au jeu.
au jeu de l'émission. Donc aujourd'hui, c'est encore sur le thème de l'équipe de France. Et voilà, on a Giroud qui a égalé le classement des meilleurs buteurs. Et donc voilà, ça va être le top 10 des meilleurs buteurs de l'équipe de France de l'histoire. Voilà. C'est un peu plus simple que la liste de la dernière fois. Je suis pas calé là. C'est vrai. Donc là, chacun votre tour. Franchement, c'est pas très compliqué. Tu importe, le top 10. Ouais. Ah, ok, ça va. Okay. Axel, je te laisse commencer, ensuite on fera Alan. On va commencer par Thierry Henry, du coup. Thierry Henry qui est là. Ouais, bon, et à égalité avec Giroud. Voilà, 51 buts en équipe de France. Karim Benzema. Il est là, 5e du classement avec 37 buts. Bon bah Giroud. Premier, 51 aussi. Antoine Griezmann, il me semble 3e. Ouais. 42. Ouais, c'est ça, 3e, 42 buts. À un but devant le 4e. Kylian Mbappé. 7e, 31 buts. Attends, parce que du coup là ça commence à être chaud. C'est plus compliqué, mais il y en a encore. Oui, il y en a encore, ça c'est sûr. Ouais. Mais Zidane. Il est là, 8e, 31 buts, comme Mbappé. Voilà, égalité. Platini. Juste les gars, ça a soufflé, je vous le dis. Platini, 4e, 41 buts. Ah ouais. Je veux pas mettre un blanc dans cette émission, les gars, mais laissez-moi une seconde. Il reste le 6e, le 9e et le 10e du classement. Et c'est peut-être les plus compliqués à trouver du classement. C'est vrai que c'est les plus compliqués, je pense. Mais franchement, c'est jouable. Trezeguet. Trezeguet, il a 6e. Trezeguet, 34 buts. Putain. Juste devant Mbappé. Je vais la faire à l'ancienne. Les deux là, c'est les plus. À l'ancienne. Très ancien. Oui. Juste Fontaine. Oui, c'est ce que j'allais dire. 9e, 30 buts. Et ex-aequo avec le 10e. vous manque. Est-ce que ça sera un sans Papa faute? Bah voilà. Papa. Oh là là. Bravo. Excellent. Quand j'ai dit Trezeguet, j'allais dire papa. Je suis allé peut-être un peu trop. Ok. C'est un sans faute. Bravo. C'est une première, première pour Débris Foot. Pas d'erreur dans le jeu. Bravo à tous. Bravo. Merci Alan et Axel. Merci. Alors maintenant, on va accueillir deux nouveaux chroniqueurs. Transition. Voilà, bon, on accueille Jordan et Anthony qui sont encore en train de s'installer. Salut à tous les deux. Ça va? Bah ça va très bien, et vous? Nickel, merci. Vous avez suivi le début de l'émission, ça va? Ouais, non, pas mal, ils ont été forts sur le jeu. Ah ouais, c'est vrai. Ça les a bien aidés, non? C'est meilleur que sur le jeu, je pense. On va revenir juste sur les quelques matchs qu'il y a eu depuis lundi soir, parce que on va faire un petit point quand même pour savoir où on en est dans les poules. Est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce qu'il y aura des équipes éliminées? Est-ce qu'il y a déjà des équipes surprises éliminées? On va commencer avec le match Équateur. Non, on va commencer par Portugal-Uruguay. Anthony. Alors, Portugal-Uruguay, donc victoire 2-0 du Portugal. Moi, j'ai trouvé qu'un Uruguay vraiment décevant. Je m'attendais à beaucoup mieux. Sur les deux matchs, Corée du Sud et sûr qu'on a parlé dans nos premières émissions, on a dit que l'Uruguay pouvait être l'équipe surprise et finalement... en fait, pour moi, c'est vrai que l'Uruguay... C'est l'équipe la plus décevante de la Coupe du Monde, ni plus ni moins. Parce que j'en attendais beaucoup. Ils ont quand même déjà gagné 2 fois, même si c'était il y a longtemps. Ils ont un bel effectif. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage de voir une équipe aussi fébrile, aussi prudente, même face à la Corée. Et là encore, c'était quand avant-hier soir, face au Portugal, quoi. Il se crée pas beaucoup d'occasions. J'ai quand même vu que Bentancur, c'était le meilleur Uruguayen, avec il me semble 18 ou 19 récupérations. Qui a failli marquer, hein. Il a failli marquer sur un coup droit tout seul. Si Diogo Costa n'arrête pas l'arrêt. Diogo Costa, après il lui tire un peu dessus. Il m'a fait taire en une action, clairement. Sur tout ce que j'ai dit sur lui. Il a éteint Ruben Dias et je sais plus qui est l'autre central portugais, mais c'était Pépé. Voilà. Moi, ma déception, c'est Nunez. Nunez, même Valverde au final n'a pas été très... Valverde, sur le premier match, il a peut-être été Valverde, il a été correct défensivement, ça allait, mais c'est trop limité aussi. Mais l'attaque, puis même l'attaque, Cavani et Suarez, les deux, ils ont pas été... mais quand t'as une attaque avec autant de stars... Après, dès qu'il y a eu le premier but, j'ai trouvé que c'était quand même un peu plus serré, mais c'était quand même vachement... Parce qu'ils poussent, ils sont obligés de toute façon, mais... Ils n'avaient pas le choix. Là, pour faire un petit point sur la poule, le Portugal a 6 points, devant le Ghana qui en a 3, et ensuite Corée du Sud, Uruguay 1 point. Donc... Portugal déjà qualifié, mais c'est pas encore joué du coup pour le. Je vois la pas l'Uruguay passer, moi. Franchement, je vois un deuxième. L'Uruguay qui jouera du coup contre la Corée du Sud. Contre la Corée du Sud de Edmondson. Non, le Ghana et le Portugal, Corée du Sud. Autant pour moi. Le Ghana. L'Uruguay contre le Ghana. Je pense que le Ghana gagnera ce match. Il leur suffit d'un match nul. Donc peut-être qu'ils joueront plus à la défensive. Et de ce qu'on voit depuis le début, c'est eux qui méritent le plus. Et de très loin. De très très loin même.
Ils ont fait un gros match contre la Corée du Sud, magnifique. Même contre le Portugal, contre le Portugal, très gros match aussi. Ils ont failli renverser la situation dans les dernières minutes. La célébration. Kudus, c'est une belle révélation. Enfin, il était déjà un peu connu avant, mais une belle révélation de cette fois. Merci Louis, il nous l'a fait connaître. Merci. On va passer tout de suite à un deuxième match. Pays-Bas-Qatar. Pays-Bas-Qatar. Bon, on est dans la lignée des matchs qui n'ont pas été exceptionnels. Non, j'ai voulu privilégier ce match à regarder plutôt que Équateur-Sénégal. Je pense que je me suis trompé. 2-0 pour les Pays-Bas. Bon, après, ils n'avaient pas grand-chose à jouer. Ils ont joué tranquille. Ouais, ils ont pas pris mais c'était plutôt tranquille. Donc, Cody Gakpo qui a encore marqué à la 26e minute. Et Frenkie de Jong à la 49e. Il faut noter que Cody Gakpo est co-meilleur buteur avec 3 buts dans cette compétition. Bon début de compétition. Très bon début. Il porte clairement son équipe. Franchement, en attaque, sinon aux Pays-Bas, pour moi, c'est assez. Après, Memphis a fait un très gros match. Il aurait pu marquer sur le but de Jong. Les Pays-Bas ont marqué un 3e but qui a finalement été refusé. Il a été refusé. À noter, le très bon match de Memphis qui aurait pu marquer encore une fois, mais qui a buté face au gardien. Donc, à noter que c'était pas un très grand match. Mais les Pays-Bas ont géré leur qualif et sont premiers du groupe. En face, c'était vraiment... franchement, le Qatar, on souffle à chaque match. C'est bon, au moins c'est terminé. Mais et j'espère qu'on va pas revoir une équipe aussi faible avant longtemps en Coupe du Monde. En fait, là, je pense que le Qatar, on n'a pas fini de les voir. Je pense que c'est le début d'une génération, le début d'une ère avec le Qatar qui a envie de s'implanter dans le foot. Oui. Et je pense qu'en 2026, on pourrait les retrouver. Il va en falloir beaucoup. Il va falloir surtout faire du boulot en défense. De toute façon, on ne crée pas une équipe en 10 ans. Offensivement, ça allait, mais c'est surtout en défense. Ça allait, je suis gentil, mais je veux dire, il y a bien un point fort dans cette équipe, c'était l'attaque, plutôt que la défense. La défense a été médiocre. C'est des joueurs qui jouent tous dans le championnat qatari, qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Oui, c'est sûr. Mais ils n'étaient pas au niveau et c'est pas de leur faute. C'est sûr. Puis ils ont battu tous les records dans le sens négatif, c'est-à-dire tous les records des fébrilités d'une équipe qui accueille une Coupe du Monde. C'est la première équipe qui perd un match en accueillant la Coupe du Monde, le match d'ouverture justement. C'est la première équipe à faire ça. Et qui perd ses 3 matchs aussi. Qui perd ses 3 matchs. Ils ont vraiment cassé tous des records. Mais je pense que ce sera la seule au final qui aura 0 pas dans le bon sens. On va revenir aussi du coup sur l'autre match de ce groupe A, donc Équateur-Sénégal. C'était un match hyper décisif. Jordan. Et aussi, avant de commencer, il faudrait saluer l'Équateur parce que même s'ils sont éliminés, je trouve qu'ils font une belle Coupe du Monde. Magnifique. Franchement, et ils l'ont fait avec du cœur, de l'envie. Après, sur ce match, le Sénégal, ils étaient au-dessus. Même sans Sadio Mané, ils arrivent à proposer quelque chose. Et quelque chose de très cohérent, de très bien. Ils ont Après, l'Équateur, ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils sont dominés, mais ils arrivent à égaliser. Mais malheureusement, but bête, coup sur coup, ils prennent le 2-1 par Koulibaly. Justement, le but de Koulibaly, pour moi, c'est un peu un symbole parce qu'il a souvent été dans l'ombre de Sadio Mané. Mais c'est quand même un très bon joueur qui est en Europe, en mode patron. Capitaine. Il fait pas oublier Sadio Mané, mais il montre que lui aussi, il sait porter son pays. Et aussi, il y a 2 hommes à qui il faut la dédier. Le premier, c'est Aliou Cissé, le coach. Lui, il rentre un peu plus dans l'histoire. Déjà qu'il avait remporté la CAN. Il remporte la CAN et en 2002, il était là en tant que joueur quand il va en quart. Donc puis c'était la première fois en 2002 où Sénégal passait le groupe. Oui, c'était la première fois. Donc lui, il est là dans tous les bons coups, on va dire. Et aussi, je pense que c'est un bel hommage à Mané qui doit regarder ça de très près. C'est sûr, ils lui ont dédié la victoire d'ailleurs. Oui, et il doit être tellement fier pour son pays et même pour le continent, parce que c'est la première nation qui est assurée d'être qualifiée en Afrique. Et puis je pense que c'est un beau symbole parce que peut-être avec le Maroc, pour l'instant, c'est ceux qui proposent les plus belles choses. Ils ont tenu leur rang, vainqueur de la CAN. On pourrait penser qu'une qualification en 8e de finale de la Coupe du Monde se serait donnée, entre guillemets, mais au final, c'était plus compliqué que prévu avec cette équipe d'Équateur vraiment très... Ils ont assumé leur rôle, ils ont assumé leur statut. Et pourtant, on avait des doutes sans Mané. On a eu beaucoup de doutes. On les a même vus limite éliminés, mais franchement, aucune déception. Le Sénégal n'a pas encore réalisé d'exploit en se qualifiant en 8e. Pour moi, l'exploit, ce serait de battre l'Angleterre. Clairement. Ce serait vraiment là. On va revenir. Parce que leur groupe n'était pas si compliqué que ça, je trouve. Justement, Anthony, on va revenir sur le match Angleterre-Pays de Galles. Alors, Angleterre-Pays de Galles, encore une équipe décevante, du coup, le Pays de Galles. 3-0 pour l'Angleterre.
Les Gallois, ils ont subi le match pendant 90 minutes, mais je m'emballe pas sur l'Angleterre parce que le Pays de Galles c'était quand même assez fébrile. Oui, franchement, ils mettent 3 buts, l'Angleterre, mais les 3 buts c'est presque coup sur coup et vraiment on voyait que le Pays de Galles était éteint. Ouais. Offensivement, il y avait contre le Sénégal quoi. Et Gareth Bale aussi a pas joué. Mason Mount, faut qu'il arrête de jouer. C'est pas possible. Moi j'étais content pour Foden. Il y a trop de talent dans cette équipe pour que Mason Mount soit encore titulaire. C'est vrai. Et le match était trop brouillon, il faut aussi un match phénoménal. Homme du match. Moi j'ai cru voir CR7 version 2008. Le coup franc qui rentre. Le coup franc magnifique. Magnifique. Son but il se le fait tout seul. Son but c'est pareil. Non mais cette équipe elle est impressionnante offensivement. Ça va aller loin. On va en reparler après, mais ça va aller loin. En fait, l'Angleterre se trouve c'est assez brouillon en début de match, mais en fait ils savent tuer un match. Et je sais pas ce que ça peut donner contre le Sénégal du coup. Mais... ils nous avaient impressionné contre l'Iran en match d'ouverture 6-2. Après, on les a vus un peu en retrait contre les États-Unis. Une fois qu'ils sont lancés, ça devient très dur de les arrêter. Ils ont pris que 2 buts en 3 matchs. Ouais. Ça aussi, il faut le souligner parce qu'on critique beaucoup. On critique beaucoup Maguire et Stones, mais ils ont pris que 2 buts. Ils ont un bon gardien aussi. Maguire, il fait une bonne gardien aussi. Oui, après, je vais me faire incendier, mais là, c'est un des meilleurs centraux de la Coupe du Monde. Maguire ? Ouais, Maguire. C'est vrai qu'il fait une bonne Coupe du Monde. Il fait une bonne Coupe du Monde. Par rapport à son niveau qu'il a. Parce que le niveau qu'il avait les dernières saisons, là, il était cataclysmique, mais là, il fait une bonne Coupe du Monde. Quoi. Il faut le dire quand il fait un bon match. C'est vrai. L'Angleterre qui est du coup qualifiée avec les États-Unis qui ont aussi réussi à se qualifier en battant l'Iran, Corentin. Ouais, aussi un petit match. On s'attendait à beaucoup de tensions. Il y en a eu. On a été servi au niveau des tensions avant la rencontre. Pendant les hymnes surtout. Pendant les hymnes, voilà, on a entendu beaucoup de sifflets dans les tribunes, mais sinon, c'était pas un match excellent footballistiquement parlant. À noter un grand Pulisic qu'on voit à l'image, qui a marqué un but. Bon, il est sorti sur blessure. Après ce but justement. Après le contact avec le gardien, il est resté au fond des filets. Ouais. Il est resté au sol, mais c'est vraiment lui qui a tout déclenché pour les États-Unis. Il a eu 3 grosses occasions avant son but. Est-ce qu'on a des informations sur Pulisic, sa blessure? Est-ce qu'il sera disponible pour les 8e de finale? Oui, normalement oui, mais il était blessé au ventre, voilà, parce qu'il avait reçu un coup au ventre, donc il est sorti. Mais normalement, il devrait être bon pour les 8e de finale. Qui seront d'ailleurs contre les Pays-Bas, dont on a parlé juste avant. Donc Pays-Bas, États-Unis en 8e, ça devrait faire pour les Pays-Bas. Rencontre, mais c'est quand même une belle rencontre. C'est pas la plus belle affiche des 8e. C'est la moins bonne. Ça va jouer. Et du coup, de l'autre côté, Angleterre-Sénégal. Angleterre-Sénégal de l'autre côté. En tous les cas, ça va jouer. Angleterre-Sénégal, au contraire, je pense que c'est une belle affiche. Ouais. C'est un bon test pour l'Angleterre, je pense. Et pour le Sénégal, là, s'ils arrivent à passer ce palier, ce sera encore une étape au-dessus. C'est un exploit monumental. Pour moi, ils sortent clairement l'un des 4 favoris de la Coupe du Monde. 4. On reviendra à vos avis sur les favoris de la compétition. Également, tout à l'heure, du coup, le match Australie-Danemark. Je crois que Jordan, tu l'as regardé malgré le match de la France en même temps. Franchement, je suis un peu dégoûté parce qu'il y avait la France à côté, mais au final, est-ce que j'ai pas fait le bon choix niveau qualité de jeu? Bon, même si c'était pas aussi le match de l'année en face. Le score final, juste. Ouais, 1-0 pour l'Australie. Avec une première mi-temps très serrée, légèrement dominée par le Danemark, mais qui n'arrive pas à concrétiser. Mais de l'autre côté, l'Australie qui pousse aussi. Et puis, retour de la mi-temps, le Danemark qui monte en niveau, mais sur une contre-attaque éclair. Il y a Lecky, joueur australien, qui met un but moi que je trouve magnifique. Vraiment très beau but où il va dribbler 3-4 joueurs avant de mettre une belle frappe. Et puis ensuite, le Danemark, ils vont pousser toute la rencontre, mais je trouve qu'il manquait ce supplément d'âme dans cette équipe, et ça depuis le début de la Coupe du Monde. Franchement, c'est une déception. Anthony, tu nous as parlé de l'Uruguay comme la déception de le Danemark, mondial, et pourquoi pas ce serait pas le Danemark. Je m'attendais pas à ce qu'ils perdent de match. Donc, un peu pris au dépourvu. Ils ont mis combien de buts cette Coupe du Monde? Un contre la France, un seul. Contre le Tunisie, ils ont fait 0-0. Un seul but, ils ont mis un but. Ouais, ils ont mis un seul but. Un seul but. C'est très décevant. C'est représentatif alors qu'on les avait vus battre la France. Ouais, pourtant, ils étaient en demi-finale de l'Euro l'année dernière. C'était il n'y a pas si longtemps. Comme j'avais dit toute première émission, pour moi, s'il y avait vraiment un adversaire qui pouvait bousculer les Bleus, c'était le Danemark. Vraiment. Puis la surprise, au final, l'Australie qui était vue comme dernier du classement, qui au final se qualifie. Et déjà contre la France, ils n'avaient pas été catastrophiques, surtout au début. On rappelle les 20 premières minutes. Ils ouvrent le score à 6e minute. Donc vu la poule, c'est mérité, peut-être avec la Tunisie, mais
Mais ils ont réussi à passer. Je trouve qu'on a quand même vu 4 belles équipes dans cette poule, parce que le Danemark a quand même fait un bon match contre la France, c'était quand même très serré. Et la Tunisie, on l'a vu surtout sur le premier match contre le Danemark, c'était un très beau match. Et l'Australie, du coup, qui se qualifie surprise. Franchement, c'est quand même 4 belles équipes. Et ça va rester dans leur histoire chez eux. Du coup, ils sont déjà qualifiés pour les. L'Australie, non, c'est la première fois qu'ils passent les. Donc c'est à noter. Historique. C'est vraiment historique. Du coup, l'Australie pourra affronter la Pologne ou l'Argentine. Ou le Mexique. Ou le Mexique. Ou l'Arabie Saoudite. En fait, c'est super serré comme groupe. Ça va être intéressant ce soir. Mais ils vont bien fêter ça. Sinon, du coup, là, on a vu un peu les petits matchs, entre guillemets, ceux sur lesquels on va pas s'attarder. Mais maintenant, on va voir le match de demain, Croatie-Belgique. Donc un match vraiment super important. On voit entre Luka Modric et Kevin De Bruyne qui sont affrontés en club, mais peut-être pas en sélection. Je sais pas, c'est quelque chose à vérifier. Mais c'est... Deux équipes jouent en bleu. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais du coup, match super important pour la qualif. Donc... qui est-ce que vous pensez va remporter ce match ? Je crois que vous n'êtes pas tous d'accord. Ah non. Anthony, je crois que toi, tu penses que la Croatie va gagner ce match. La Croatie, je pense qu'elle va gagner ce match. Je parie sur un petit 2-1. J'ai vu la Croatie mettre beaucoup d'intensité contre le Canada. Oui. 4-1, je ne m'attendais pas à un 4-1. Ils ont retourné le match. Et en fait, ça va dépendre de quelle équipe aura le plus faim, quelle équipe aura le plus envie d'aller en 8e. Et ça va surtout jouer à ça, en fait. Parce que les deux équipes ont du niveau. La Belgique, sur le papier, là, vraiment... C'est un bon effectif. Quand on regarde les motivations, c'est un niveau de mental. Anto, sur cet aspect-là. C'est une question de mental pour moi. Mais pour moi, la Croatie, je pense qu'ils auront plus envie. Là, la Belgique, je pense qu'ils sont encore un peu dégoûtés. Toi, Corentin, je crois contre le Maroc. Je crois que t'es pas d'accord avec Anthony. Je pense que tu vois plutôt la Belgique remporter ce match. À moitié. En fait, c'est pas que je vois la Belgique remporter ce match, c'est que la Belgique doit remporter ce match. Comme je l'avais dit, ce serait scandaleux si elle ne gagnait pas. La Croatie aussi, parce que c'est finaliste. Dans le même enjeu. C'est vice-champion du monde. C'est vice-champion du monde, donc contre les 3e du dernier mondial. Mais la Belgique, c'est 2e du classement FIFA. Ils doivent assumer leur place, ils doivent assumer leur statut en fait. Mais ils auraient dû le faire avant. Ils auraient dû le faire avant. Pas attendre le dernier match, je pense. C'est pas normal que le dernier match soit décidé. C'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais c'est comme ça. Ils ont perdu quelque chose. C'est vraiment plus la même équipe. Comme le dit De Bruyne en conférence de presse. Fort parler de De Bruyne. Fort parler de De Bruyne. Parce que vraiment, pour moi, c'est un poison dans cette équipe, dans ce groupe. C'est pas anodin. Ils ont pas le mental là. Oui, non, mais tu peux dire que l'équipe n'est pas faite pour gagner la Coupe du Monde. Ok, mais tu le dis pas pendant la Coupe du Monde. Sa sortie, elle est horrible. C'est horrible ce qu'il dit. Il est en train de critiquer son groupe et les nouveaux joueurs qui sont pourtant très bons. Doku, c'est une génération. Il y a quand même pas assez de jeunes comparé à nous, à l'Angleterre. Ouais, mais il y a pas de génération prochaine en fait. Ouais, mais Onana, Doku, tout ça, c'est excellent. Il critique le groupe belge, mais lui, c'était le joueur attendu de cette équipe et finalement, il est très décevant. C'est le milieu de terrain, c'est le 3e du dernier Ballon d'Or, c'est les créateurs, c'est la plaque tournante de. Il y a une stat sur De Bruyne, c'est le joueur dans cette Coupe du Monde qui a perdu le plus de ballons sur un match avec 27, et le précédent record était détenu par lui-même avec 24 ballons perdus dans l'ancienne Coupe du Monde. Et il a que même pas 75% de passes réussies pour un milieu de terrain. Ça fait de la peine. C'est un joueur que j'adore de base. Mais... et puis la Belgique, ça va être aussi compliqué quand on a ces histoires comme quoi ça se bagarre dans les vestiaires. C'est Lukaku qui apparemment, je voudrais revenir sur ça, mais apparemment c'était fake. C'est ça, non. Démentir. C'est Hazard qui a tenté de calmer un peu le jeu en conférence de presse. En disant comme quoi il a dit juste expliqué. Je me suis pas battu contre Jan Vertonghen. D'ailleurs, je pourrais pas. Je verrai la bagarre. Quand on voit la conférence de presse d'Hazard, pour moi c'est un peu lunaire, c'est juste pour essayer de détendre l'atmosphère, mais on sait très bien qu'il y a ça se ressent en fait quand il le dit, on sait très bien qu'il essaie de j'ai pas écouté, mais moi j'ai juste lu ce qu'il a dit. Quand t'écoutes, tu vois clairement que c'est pour désamorcer en fait. Mais quand tu vois les deux déclarations de De Bruyne et Vertonghen, De Bruyne qui dit comme quoi il a pas un groupe pour gagner la Coupe du Monde, et Vertonghen qui dit derrière, après le Maroc, on attaque mal parce qu'on est trop vieux devant. Mais ils en taclant Hazard et De Bruyne. Oui, ils ont pas tort, mais ça se dit pas. Imagine Mbappé disait ça. Ce serait un scandale. Ça serait un scandale. Mbappé peut dire n'importe quoi. Puis depuis quand là je veux dire, un joueur de l'équipe de France. C'est un problème quoi. Pardon ? Parce que le Real Madrid, je suis désolé, il est aussi vieillissant et pourtant ils ont gagné une Ligue des Champions. La vieillesse, ça devrait pas. Ils sont vieillissants, mais Benzema, c'est beaucoup de jeunes. Les cadres, Benzema, Modric. C'est les cadres qui ont marché. Ils ont plus de la trentaine, quoi. C'est Modric qui a tout fait exploser avec Benzema. Ils ont 34 ans du match contre Manchester City. Oui, non, mais c'est sûr. Mais quand tu regardes les deux équipes, t'as quand même une relève derrière pour le Real Madrid. Mais t'en as une aussi en Belgique.
T'en as une, c'est juste qu'elle est sous-estimée. On parle des carences défensives, mais. On peut pas comparer la relève de la Belgique et la relève de. C'est incomparable. De la France, de l'Angleterre ou d'Espagne. Oui, non mais même. Oui, je suis d'accord. Mais on peut pas nier quand même qu'il y a une relève en Belgique. Quand tu regardes Doku de Ketelaar en attaque, quand même, de En tout Ketelaar. cas, elle a pas le même niveau, je trouve. Oui, elle a pas le même niveau. Openda, il y a De Ketelaar. Mais si tu veux gagner une Coupe du Monde avec Doku, il va t'en falloir beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais il est très bon et très prometteur. Ah oui, ça on l'enlève pas. Mais tu dois être un pilier de cette équipe, donc tu peux pas te permettre de faire des déclarations aussi scandaleuses il devait passer dans la presse. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un petit pronostic très rapide sur la poule ou sur le match en lui-même? Bah, c'est la même chose. Un partout. Oui, c'est vrai qu'au final. Donc là, la Croatie passe. Un partout, la Croatie passe. Ok. Croatie-Maroc, ça passe. 2-1, Belgique. Pour la Belgique. Ouais. Ok. Ah, moi, je l'ai dit tout à l'heure, 2-1 pour la Croatie. Du coup, tu reviens sur ton choix de vendredi. La Belgique peut atteindre le dernier carré. Ça, on m'a un peu forcé. Je dédicace Bastien la régie, qui est un Belge. Non, mais oui, après, avant la Coupe du Monde, je les voyais quand même aller loin. Tu vois. Comme un favori. Ouais, je les voyais. C'est vrai que c'est le flop. Peut-être pas en demi, Voilà, mais je les voyais quand même aller loin, quoi. Oui. La Belgique, ça flop. En plus, ils ont fait un bel Euro, je trouve. On passe directement à la prochaine partie. Justement, du coup, tu vois pas forcément la Belgique favori, Anthony, mais tu vois une autre équipe. Alors moi, mon favori, c'est l'Espagne de Luis Enrique. Voilà. Pour moi, ils ont toutes les cartes en main pour la gagner. Est-ce qu'on pourra avoir une petite photo de l'Espagne? Morata, le joueur clé, clairement. Les cheveux bien coiffés. C'est une équipe collective et contrairement aux autres sélections, ils n'ont pas de grosses stars. Là où l'Angleterre, ils ont Harry Kane, la France, ils ont Kylian Mbappé. Le Brésil, il a Neymar. Ils n'ont pas vraiment de grosses stars. D'ailleurs, pour revenir très rapidement sur Harry Kane, il fait pas une mauvaise Coupe du Monde, mais il est quand même décevant, il marque pas. Il est quand même décevant. Il y en a qui sont meilleurs en fait. Je te disais en off tout à l'heure, pour moi, je vois en fait un Giroud de 2018, c'est-à-dire beaucoup de travail dans l'ombre, il marque pas, mais il fait tellement un travail après, dans son rôle, c'est vraiment de finir les actions aussi. Ça se tient, mais là, pourquoi faire? Quand t'as Rashford et Foden qui te... C'est vrai que Kane tire vachement le bloc défensif. Ouais, oui, c'est ça, il a un rôle de pivot qui est excellent. On reviendra sur l'Angleterre après, juste pour revenir sur l'Espagne. Pour moi, cette Espagne, c'est la meilleure en termes de qualité technique, la meilleure sélection en termes de qualité technique. Et pour comparer un peu à ce que fait Xavi en club avec Barcelone, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent de Barcelone, il est en train de prouver au monde entier la compétence de Xavi. Il y a quand même 5 titulaires de Barcelone avec la Rora, Busquets, Ferran Torres, Gavi, Pedri, Alba. Titulaire. Ouais, mais il y en a plus dans la sélection. Il y a Baldé aussi, par exemple. Il y en a 7, je crois. Et qu'il arrive à faire ça avec un effectif moins bon, pour moi, c'est pas anodin. Ça prouve son talent. Quoi. Dans cette équipe je pense que ce coach va nous surprendre. Quoi. Il y a une ADN et ça depuis maintenant 12 ans. Même plus. Sur le papier, oui, sur le papier mais l'ADN s'est perdu quand même. En 2014, 2016, ça s'est perdu. Xavi Iniesta, c'est terminé. Ah oui, mais ça, il l'a compris, Luis Enrique. Ah, mais t'as Pedri, Gavi, belle relève. Parce que Xavi, ça, il l'a pas compris, ça, que c'était fini. C'est vrai que Luis Enrique. Je pense pas qu'on puisse comparer Pedri et Gavi à Xavi. Il joue justement sur la possession. Pas encore. Ah oui, mais pas encore. Je pense que plus tard. Bien sûr que ça a du potentiel. C'est un 2004, Gavi, on oublie. Oui, mais il n'y a pas la même connexion. Merci Anthony, on a un peu pris par le temps, désolé. On va revenir du coup sur une autre équipe qui est favorite pour toi, Jordan. C'est l'équipe de France. Bah ouais, un peu. Je suis patriote, mais c'est aussi. Je suis aussi très objectif, je pense. Nos 2 premiers matchs, on va pas parler du dernier, mais nos 2 premiers matchs, ils nous prouvent que on peut défier tout le monde sans avoir peur. On a des tueurs devant cette année et on retrouve un 9 qui met des buts avec un Antoine Griezmann à la création. En fait, un Antoine Griezmann en mode compétition internationale, comme il nous a habitués depuis 2016, en 2018. Ouais. C'est un pilier. Là. Et puis même là, on pouvait avoir des doutes défensivement. Varane, il fait un deuxième match plus que bon, avec un Upamecano qui est en train de nous faire une Coupe du Monde magnifique. Et un Théo Hernandez, je sais même plus les mots, qui est pour moi top 3 des meilleurs latérales gauche au monde. Top 3 même. Ben ouais, c'est pour pas dire top 1. Ouais, un bilan, il est fort. Il y a peut-être Cancelo quand mais il manque en défense. Il manque de capacité défensive. C'est sûr que c'est plus un piston qu'un latéral. C'est ça, voilà. C'est pour ça que dire que c'est le meilleur latéral du monde, je suis pas forcément d'accord. Il a un coffre, il fait les efforts de partout, défensif, offensif. Il court, ce mec sprint tout le temps. Donc la France, ils peuvent perdre sur un match contre une grosse nation, mais aussi on peut gagner contre tout le monde.
En 8e, si on imagine un France-Pologne ou un France-Mexique, c'est. France-Pologne, France-Mexique, je pense qu'on les détruit. Et Argentine Argentine, on passe. Je pense pas. Non, on passe, mais ça va être un bon match. Comme en 2018. 4-2, but de Pavard. 4-2, ouais, et on va gagner 4-2. Il est réussi au Bayern pour 4 ans après. Pour moi, s'il y a un France-Argentine, on perd. Je vous le dis. Corentin, le pessimiste, qui défend plutôt l'Angleterre qui est favori. Oui, l'Angleterre, je le dis depuis le début, et pour moi, encore le match d'hier conforte ma position, même si vous l'avez pas trouvé exceptionnel. Je trouve que ils ont été. Ouais, non, mais je veux dire dans le sens où on s'est ennuyé c'était un match un peu. Parce que contre le Pays de Galles, le Pays de Galles, c'est quand même assez moyen pour. Oui, mais dans ce cas, je suis désolé, mais beaucoup pensaient avant la Coupe du Monde, beaucoup disaient même qu'on avait le pire groupe, c'est-à-dire le groupe le plus facile. Et maintenant, on dit qu'on peut être champion du monde après les matchs qu'on a vus. Sauf qu'on avait le groupe le plus facile en théorie. Donc, ouais. Tout le monde disait qu'on avait un groupe très facile. On avait le Danemark. C'est groupe B. Ouais, mais. C'est l'Angleterre. Je rapporte ce qu'on voyait. C'est vrai. C'est vrai qu'on parle de groupe facile, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui avait le groupe le plus simple, quand même. Ouais, la France aussi, la France aussi a un groupe facile. Trouve une équipe dans le groupe de l'Angleterre au-dessus du Danemark. C'est décevant, c'est le Danemark qui est décevant. Mais c'est sûr qu'on peut pas comparer ça à la poule de la Belgique par exemple avec le Maroc, la Croatie, le Canada. C'est sûr que c'est différent. Mais du coup, pour revenir sur l'Angleterre, oui, non, pour moi, ils savent tuer un match, ils savent vraiment être décisifs. Donc, et en plus, voilà, c'est finaliste du dernier Euro, demi-finaliste de Coupe du Monde. Ils ont l'expérience pour, comme je disais tout à l'heure, ils ont une profondeur de banc qui est exceptionnelle. Une génération incroyable. Une génération dorée. Là, clairement, s'ils ne remportent pas la Coupe du Monde, là, ils ne la remporteront jamais. T'as un coup de cœur dans cette équipe ? Ah, quoique. Pour moi, l'Angleterre. J'en ai plusieurs coups de cœur. L'Angleterre en 2026 sera. L'Angleterre en 2026, pour moi, sera encore plus compétitif avec des. Il y aura plus de maturité, ouais, c'est sûr qu'ils auront plus d'expérience. Ouais, mais là, c'est les deux Coupes du Monde où clairement ils ont plus de chance. Ouais, c'est ça. Ils sortent d'une finale d'Euro. C'est ça. Puis oui, non, j'ai pas vraiment de coup de cœur dans cette équipe. En fait, c'est l'équipe en général j'ai vraiment un coup de cœur pour l'équipe en général. Okay. C'est sûr que Rashford, j'adore. Oui, Rashford, j'adore. Et je dirais Declan Rice. Ça peut surprendre. Il est super fort. Non, c'est vrai, c'est un vrai. Je trouve que c'est un pilier dans cette équipe. Voilà, il est tellement bon récupérateur, mais il sait tellement bien se projeter vers l'avant. Alors que pourtant, c'est plus un 6, mais voilà, il est tellement fort que. Okay. Moi, je vois l'équipe aller jusqu'au bout. Merci Corentin. On va passer à une rubrique toute nouvelle. Nouvelle avec Jordan. Ouais, exactement. Sur l'histoire entre l'Argentine et le Mexique. Donc ce soir, non, c'est Argentine-Pologne ce soir. Ah oui. Mais déjà, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez le souvenir d'un Argentine-Pologne en Coupe du Monde ? Pas du tout. Non, aucun. Ça doit remonter à très longtemps. Alors oui, c'est normal qu'on n'ait pas de souvenir parce qu'on n'était pas nés, mais il y en a eu en 74 qui s'est soldé par un 3-2. Ah oui, le fameux Argentine-Pologne de 74. Ah oui, ça que tout le monde connaît. Mais moi, celui sur lequel on va détailler, c'est pas celui-là, c'est 78. 2-0 pour l'Argentine contre la Pologne avec un doublé de 7 hommes. Les grands joueurs de l'Argentine à cette époque-là. Il est derrière, c'est Mario Kempes. Grand numéro 10, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est une vraie légende en Argentine. 78, ce mec emmène l'Argentine sur le toit du monde pour la première fois de leur histoire. Et oui, c'est vrai. Il met 6 buts en 4 matchs, dont un doublé face à la Pologne ou encore en finale. Aussi, faut rajouter que pendant 10 matchs de Coupe du Monde, il n'avait pas mis un but et du jour au lendemain, on va dire, il est devenu une légende dans le pays. C'est le Olivier Giroud de l'Argentine, c'est ça ? On peut dire ça, mais surtout, ce qui est marquant, c'est que c'est le premier grand numéro 10 argentin. Il y en a eu quelques-uns après. Des petits. Plutôt connus, des petits. Des petits. Mais on parle souvent des Maradona, Messi, qui ont su élever cette Argentine, mais lui, c'est le premier qui l'a mis sur le toit du monde. Et pour l'anecdote, c'est un pur hasard qu'il ait eu ce numéro 10 parce que c'était donné par ordre alphabétique. Ah ouais. Donc ils lui ont attribué. Et pour les fans de Edinson Cavani, c'est bien lui le premier qui a été surnommé El Matador. Ah ouais. Mario Kempes, un joueur qui va rester gravé dans l'histoire. Voilà, on a découvert un nouveau joueur. Merci Jordan. Merci. Maintenant, on va passer du coup sur les pronos, vos pronos pour les groupes H et E. On va d'abord commencer avec le groupe E, donc c'est un groupe très relevé avec l'Espagne, le Japon, le Costa Rica, l'Allemagne. Pour l'instant, l'Espagne est devant, donc ça devrait rester comme ça. 4 points, ouais. À voir, à suivre. Coup, on a l'Allemagne qui va affronter le Japon encore et l'Espagne, le Costa Rica. Voilà, c'est ça.
Non, l'Allemagne affronte le Costa Rica. Allemagne, Costa Rica et Espagne-Japon. Allemagne, Costa Rica qui sera d'ailleurs arbitré par l'arbitre Frappard, première arbitre féminine de l'histoire. Ouais. Et qui sera suivi d'ailleurs de plusieurs arbitres femmes. Que des arbitres femmes et voilà, c'est la première dans l'histoire. Une première historique. Voilà, à noter quand même. Et elle est française, donc. Voilà, elle est française, c'est ça. C'est un point positif. Anthony, ton prono pour ce groupe, tu vois qui passer entre ces 4 équipes? Déjà l'Espagne premier, je pense. Je pense qu'ils vont faire un match contre le Japon, ils vont faire le boulot. Même si le Japon, on a vu que c'était solide. Je pense qu'ils vont se battre, mais que l'Espagne gagnera les 3 points. Et l'Allemagne, ils vont finir deuxième, je pense. Parce qu'ils vont prendre aussi des 3 points contre le Costa Rica. Ce qui ferait donc un classement Espagne 7, Allemagne 4, Japon, Costa Rica 3. J'aurais vu exactement pareil. Après, sur le papier, on pourrait voir l'Allemagne première du groupe. Il peut y avoir une surprise comme quoi. Il faudrait un sacré score, il faudrait un 6-0. Il peut y avoir une surprise comme quoi le Japon bat l'Espagne et là il se qualifie. Mais on connaît la mentalité allemande dans le foot. On sait que s'ils commencent à en mettre 2-3, eux, ils vont pas s'arrêter. C'est fini. Surtout que là, ils savent qu'ils doivent en mettre beaucoup pour faire premier. Et puis, après, je suis pas sûr que c'est leur objectif. Leur objectif, c'est d'abord de gagner le match. Mais ils sont pas maîtres de leur destin. Oui, aussi. Oui. Parce que là, l'Espagne fait match nul, c'est terminé pour la première place. Bon, il faudrait déjà se qualifier avant tout. Déjà une deuxième place, ça serait déjà bien pour l'Allemagne. Du coup, Corentin, pour je crois qu'on est tous d'accord, c'est ça le problème, c'est que vraiment moi aussi je vois l'Allemagne, je ne vois pas comment l'Allemagne peut pas être deuxième et ne pas se qualifier. Non, mais ça serait la surprise. Il y a toujours une possibilité que le Japon se qualifie, mais je trouve que les chances sont un peu infimes maintenant. Ouais, puis Enrique, ils ont raté le coche. Décevant contre Costa Rica. Exactement. Enrique ne fera pas elle est comme ça. Ouais, Enrique fera pas tant tourner que ça face au Japon, donc je pense que ça va le faire pour l'Espagne. Le groupe H, le groupe du Brésil avec du coup Brésil, Suisse, Cameroun, Serbie. Non, le groupe H, Portugal. Ouais. Pardon, je me suis complètement trompé. Portugal, Ghana, Corée du Sud, Uruguay. Uruguay qui est dernier du groupe. Voilà, on en a pas mal parlé juste avant. Très très décevant, mais s'il gagne contre le Ghana, c'est la qualif. Donc presque. Il faudrait que le Portugal ne perde pas contre la Corée du Sud. Je peux me lancer parce que je me lance Portugal premier. Mais franchement, j'aime le foot, donc j'aimerais que le Ghana passe. Parce que cette équipe d'Uruguay, faut vite qu'elle soit dehors pour le bien du football. Et puis même, je pense pour leur population qui en ont marre de voir des matchs comme ça. Je sais même pas comment ils font pour regarder 90 minutes. C'est une torture. Une torture, c'est une torture. Alors que vous êtes dur. Donc Portugal-Ghana. Pensons, on a vu que 2 matchs encore. Vous êtes dur avec l'Uruguay. Ça suffit quand t'as les meilleurs. Il manque peut-être un peu d'automatisme, peut-être que le Cavani ou le Suarez qui était en pointe n'était pas hyper en forme. Enfin, je veux bien, mais quand tu fais 0-0 contre la Corée du Sud alors que tu as l'une des meilleures attaques de la compétition. Faut pas sous-estimer la Corée. C'est vrai que la Corée du Sud, justement, ça court beaucoup quand même. Justement, pour ils ont mis 0 but. Mais la Corée, ils ont le Portugal à jouer là. Corentin, ton pronostic pour Corée du Sud, Portugal. Justement, moi je vois la grande surprise. La Corée va battre le Portugal. Ah ouais, ce serait mérité. J'annonce ça ici. Ce serait mérité. Parce qu'ils vont tellement se donner, le Portugal n'a plus rien à jouer. Donc ils vont faire tourner comme nous on a fait aujourd'hui et on a vu le résultat. Et pour moi, ils vont faire un peu comme l'équipe de France, ils vont faire trop tourner. La Corée du Sud a tout à jouer, a tout à gagner et ils vont gagner. Alors, je pense pas que le Portugal fasse tourner par contre, contrairement à la France. Je pense Pourquoi que il ne ferait le pas Portugal veut rester sur la même dynamique et veut pas 6 points. Ils vont pas essayer de chercher à faire blesser Ronaldo ou qui que ce soit ou Bruno Excusez-moi, je vous coupe, mais juste on m'annonce qu'on est maintenant 100 followers sur Twitch. Voilà, voulez-vous vous remercier. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas si vous êtes sur le live à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà. On reprend sur le Portugal. Ouais, donc du coup dans l'ordre Portugal, Corée du Sud et il faudrait donc que le Ghana perde. Donc Ghana dernier, Uruguay 3e. Pour que le pronostic passe en fait. C'est ça. Il faut que l'Uruguay gagne. C'est risqué mais c'est jouable. Jordan, ton pronostic? Sur la poule, j'avais dit Portugal-Ghana. Après, sur le match Portugal-Corée du Sud, je vois la Corée du Sud très pauvre. Enfin, c'est dur. J'ai l'impression pour eux cette Coupe du Monde. Donc un petit. C'est sûr qu'il y a un petit point pour eux. Moi, je trouve que c'est pas très bien payé. Allez, un match nul, 1-1. Mais Ghana-Uruguay, par contre, je vois une victoire 2-1 du Ghana. Et du coup, ça met le Ghana en 2e position. Exactement. Ok. Anthony? Je pense qu'il va rester comme ça le classement. Portugal, moi je vois une victoire contre la Corée. Après le Ghana, je pense qu'ils vont gagner contre l'Uruguay. Ça se voit qu'ils ont plus faim, ils ont envie d'aller en 8e. L'Uruguay, ils jouent pas quoi. Ils jouent derrière, ils sont trop prudents.
Alors que le Ghana, ils attaquent. Moi, je pense qu'ils vont gagner contre l'Uruguay. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que le classement sera Portugal, Ghana. Moi, je pense plutôt que l'Uruguay va se relever, va se dire c'est maintenant qu'il faut jouer. C'est maintenant, c'est le dernier match. J'attends de voir. Je vois, ça reste le Ghana en face quand même. Le Ghana est solide. Certes, les frères Ayou, Kudus, comme vous avez parlé. Mais oui, Iñaki Williams. Mais ça reste quand même un effectif assez limité. Alors que l'Uruguay en face quand même, s'il y a un grand Cavani, un grand Suarez qui est épaulé par un Valverde avec une belle défense, un bon gardien, match nul. Non, moi je vois pas. Franchement, j'aurais été d'accord avec toi à la première journée, mais ils ont eu 2 matchs pour essayer de me convaincre, ils ont pas réussi. C'est les matchs qui me font dire ça en fait. Vraiment les 2 matchs qu'ils ont fait. Moi je vois bien une petite victoire 1-0 de l'Uruguay. Après ça reste très possible aussi. Ah oui. Toi Joris, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que l'Uruguay footballistiquement, malgré le fait qu'ils fassent pas des matchs si forts que ça, ils sont quand même au-dessus du Ghana et qu'ils savent qu'ils ont la qualification au bout du pied. Et du coup, je pense que l'Uruguay va se qualifier, va battre le Ghana, le Portugal, ils vont assurer. Donc Portugal, Uruguay aussi. Et là où je pourrais te rejoindre aussi sur l'Uruguay, c'est que c'est un pays d'Amérique du Sud. On sait que footballistiquement, voilà, c'est la grinta, ils vont pas vouloir se faire éliminer. Quand il faut sortir le match, il faut qu'ils le sortent. Ils le font, donc c'est là où je pourrais te rejoindre sur l'Uruguay. Et on rappelle le passif, 2014. C'est-à-dire 2010, Ghana-Uruguay. Ghana-Uruguay, main de Suarez. Ah oui, sur la fameuse. Sauf son pays. Qui est en crucifix. En vrai, petit aparté, vous l'auriez fait ça ou pas? À la place de Suarez. On n'a pas le temps pour ça. Juste en 5 secondes. On va finir là-dessus. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Retrouvez donc à 20h les derniers matchs du groupe C entre la Pologne et l'Argentine et le Mexique et l'Arabie Saoudite. 2 gros matchs à suivre, je pense, qui vont être très intéressants à regarder. Merci aux chroniqueurs d'avoir été là. Merci aussi à Alan et Axel qui sont derrière. Merci à la régie qui a été au top comme d'habitude. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On vient d'apprendre, comme disait Timothée, qu'on est plus de 100 followers sur Twitch. C'est énorme. Ça représente peut-être rien pour vous, mais pour nous c'est déjà quelque chose d'incroyable. C'est vrai. Et retrouvez-nous donc dans 2 jours à 18h sur Twitch comme d'habitude. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram avec débrifoot-du-bas. Merci beaucoup et à vendredi. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.